Sur les terres du continent africain réside un être surnommé le loup-paon. Cruel, porteur de maladies, celui-ci ne jouit pas d'une excellente réputation. Et pourtant, malgré les rumeurs, il détient un rôle important sur notre planète. Pour commencer cette histoire, nous allons effectuer un bond de 200 000 ans en arrière sur les traces du Lycaon. Nous nous retrouvons donc 200 000 ans en arrière, en Israël, et plus précisément dans la grotte Ayonim, là où a été retrouvé le plus ancien fossile de Lycaon connu à ce jour. Le genre Lycaon fut décrit pour la première fois en 1827 par M. Joshua Brooks, un médecin et naturaliste britannique. Pour bien comprendre ce que l'on entend par genre, il faut que nous fassions un petit zoom sur ce que l'on appelle la classification des êtres vivants. Ça paraît barbare, mais t'inquiète, je vais simplifier et tu vas super bien comprendre. La classification est la science qui permet de classer les espèces les unes par rapport aux autres en fonction des ressemblances et des différences. J'ai choisi de vous expliquer tout ça avec un schéma simplifié et ici vous avez la classification du Lycaon. Notre ami fait donc partie du règne animal, mais il faut savoir qu'il y a d'autres règnes comme celui des bactéries ou encore celui des plantes. De même pour la classe, il fait partie de la même que la nôtre, à savoir les mammifères. Mais tout pareil, il y en a plein d'autres comme celle des amphibiens ou des poissons. Pour illustrer le reste, j'ai choisi le loup. Donc ça parle à tout le monde. Le loup fait partie de la famille des canidés, comme les lycaons, mais il fait partie du genre Canis. Et dans ce même genre Canis, on a plusieurs espèces. Ici vous avez Canis lupus, le loup gris, donc très commun en Europe, et le Canis rufus, aussi appelé loup rouge. Ces deux loups font partie de la même famille et du même genre, mais pas de la même espèce. Pourquoi ? Parce que même si elles se ressemblent sur beaucoup d'aspects, il reste encore quelques différences. Cela peut être l'habitat, le pelage ou bien d'autres caractéristiques, mais je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait beaucoup trop long. Donc maintenant que tu en sais plus sur la classification des êtres vivants, tu vas beaucoup mieux comprendre la phrase que j'ai dit au tout début, à savoir... Le genre Lycaon de la famille des canidés a été décrit pour la première fois en 1827. Le Lycaon réside en Afrique subsaharienne dans les steppes et les savanes. Il peut mesurer entre 60 cm et 1,50 m de long et 70 à 80 cm au garrot. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas le garrot comme on l'appelle en médecine, oui, on me l'a déjà fait. Ce qu'on appelle le garrot, c'est à peu près ce qui va du bout des pattes jusqu'aux épaules. Notre animal est plutôt svelte puisqu'il ne pèse qu'entre 20 et 30 kg, ce qui lui permet d'être plus rapide. Et question rapidité, il n'est pas dans le top 3, c'est pas le meilleur, mais il peut quand même aller jusqu'à 55 km/h. Notre loup peut vivre jusqu'à 11 ans à l'état sauvage et il est carnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit essentiellement de viande, en l'occurrence de zèbres, d'impalas, de gnous ou encore de phacochères. Si vous vous demandez comment il peut chasser des animaux aussi gros, c'est tout simplement parce qu'il chasse en groupe. Question prédateur, étant lui-même un prédateur, il n'a pas beaucoup d'autres espèces à craindre, mis à part le lion et la hyène en ce qui concerne sa progéniture. Notre cher ami, bien que faisant partie de la famille des canidés, ne possède que 4 doigts au lieu de 5, ce qui lui permet d'être plus agile et rapide lors de la chasse. Sa mâchoire est constituée de 42 dents, donc en comparaison, nous on en a que 32. Les taches sur son pelage, qui sont la cause de son surnom, loup-paon, sont une réelle carte d'identité. Effectivement, les lycaons se reconnaissent entre eux grâce à ça. Ses grandes oreilles lui servent de régulateur thermique, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne s'en servent pas pour faire du vent. C'est un petit peu plus complexe, je vais vous montrer. Ses oreilles sont grandes et fines avec de nombreux vaisseaux sanguins. Le sang qui circule dans ces vaisseaux se refroidit au contact de l'air. Par exemple, s'il fait chaud, les vaisseaux se dilatent et une grande quantité de sang circule, ce qui refroidit l'animal. Et au contraire, s'il fait froid, les vaisseaux se rétractent et le sang circule moins, empêchant la chaleur de s'évacuer. Souvent, les animaux ne transpirent pas comme nous.
surtout dans les milieux arides comme celui-ci où l'eau se fait rare et où il faut l'économiser. Dernière petite info concernant ses oreilles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'entrée de celle-ci se trouvent de longs poils. Eh bien, ils permettent d'éviter que les insectes pénètrent à l'intérieur. Pour la prochaine info, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'étais en stage à l'époque et c'était la première fois que j'allais m'occuper, entre guillemets, de lycaons. Et donc, il fallait entrer dans leur loge. Loge, c'est l'endroit où ils passent la nuit avant qu'on les fasse sortir dans l'enclos. Et il faut les compter avant de les faire sortir pour être sûr que tout le monde est là, que tout va bien, etc. Et bah, je m'y attendais pas, personne m'a prévenu, mais quand je suis rentrée, l'odeur était... Bah, vous connaissez l'expression « ça pique les yeux » Bah ouais, c'était ça. Ça m'a vraiment piqué les yeux. Jamais une odeur m'a piqué les yeux, c'était assez hard. Et je crois que sincèrement, c'est la pire, même si celle des renards est pas mal non plus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les canidés ont une urine qui sent plutôt fort. Et cela est dû à un grand taux d'ammoniac dans leur urine, du coup. Pour finir sur une autre caractéristique que l'urine, ça peut être sympa. On parlait tout à l'heure de sa rapidité. Eh bien, sachez qu'en plus de ça, il est super endurant, puisqu'il peut tenir une vitesse de 45 km/h sur une distance de 5 km. Cette espèce atteint sa maturité sexuelle entre 12 et 18 mois. C'est-à-dire que son organisme sera en mesure de se reproduire à cet âge-là. Seul le couple dominant est amené à procréer, mais on verra plus tard l'organisation de la meute. Ils se reproduisent plutôt au printemps ou en été, et la femelle va être en gestation pendant 2 à 3 mois. Vont naître ensuite en moyenne 6 à 10 petits, ce qui fait une belle fratrie donc. Comparé aux autres canidés, celui-ci n'aboie et ne hurle pas. Il pousse simplement de petits cris, comme votre chien quand il est content par exemple. C'est trop mignon, je vous laisse écouter ça. Alors, trop mignon, non ? Moi je suis fan, mais bon, passons. Une meute de lycaons se divise en 2 groupes, donc mâle et femelle, avec à sa tête, comme on l'a dit tout à l'heure, un couple dominant. Ce qui est caractéristique chez eux, c'est que les femelles règlent leurs problèmes entre elles et les mâles leurs problèmes entre eux. Ils sont très respectueux puisqu'ils se saluent tous les jours en se frottant les uns aux autres. C'est aussi une marque de respect et d'appartenance. Ils font également preuve de cohésion et de fraternité puisque si l'un d'entre eux est malade, ils vont pas l'abandonner, mais ils vont le nourrir par régurgitation. Bon, je suis d'accord, ça paraît dégoûtant, mais c'est quand même mieux que de le laisser mourir, non ? Soyez pas trop dur avec eux. Cette espèce est nomade mais se pose à un endroit une fois par an pendant 2 ou 3 mois. Ils aménagent alors des nurseries dans des terriers pour pouvoir donner naissance aux petits. Bon, puisque personne n'est parfait, ces carnivores font tout de même un truc vraiment pas cool. Non, je suis désolée les gars, je suis obligée de le dire. Je suis là pour dire les faits. Ils immobilisent leur proie et commencent à les dévorer avant qu'elles soient mortes. Ouais, pas fou, ouais. Mais bon, puisque je suis sympa, je vais pas finir cette partie sur ça. Et je vais ajouter que ces mignons petits êtres adorent l'eau et surtout la boue, puisque ça les protège des parasites. J'ai vu pas mal de personnes qui confondaient ou qui, sans connaître le lycaon, l'apparentaient aux hyènes, alors qu'en réalité ils ne font même pas partie de la même famille. On va donc voir ensemble comment les différencier. Premièrement, comme je l'ai dit plus tôt, les lycaons font partie de la famille des canidés, alors que les hyènes font partie de la famille des hyénidés. Normalement, avec les explications du début, vous devez un peu mieux comprendre ce que signifie le mot famille. En ce qui concerne le physique, on peut voir sur ces photos que les oreilles du lycaon sont grandes et rondes, alors que celles de la hyène sont ovales et pointues. Par ailleurs, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'ils n'ont pas le même pelage, puisque celui du lycaon est marbré, alors que celui de la hyène est tacheté sur un fond brun. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais la hyène pèse presque le double du lycaon, puisqu'elle fait entre 60 et 80 kg. Autre détail, mais qui a son importance, les pattes arrière sont de même longueur chez le lycaon, mais pas chez la hyène. En effet, ses pattes sont un peu plus grandes à l'avant. Enfin, il existe plusieurs espèces de hyènes. On a donc la hyène tachetée, la hyène rayée, la hyène brune et la hyène protèle, alors qu'il n'y a qu'une seule espèce de lycaon. Regardez-moi ça comme il est trop beau.
On va à présent faire un petit tour du côté de la mythologie grecque pour s'intéresser à un personnage qui a porté le même nom que notre invité du jour. Alors, ils n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre, mais je trouvais ça sympa de vous raconter cette histoire. Lycaon, roi d'Arcadie, est le fils de Pélasgos, enfant de la terre et premier homme qui naît sur le territoire d'Arcadie et de la nymphe Silène. Lycaon fonda Lycosure, la ville la plus ancienne du pays. Il rassembla les habitants sauvages de cette contrée pour leur donner les premiers éléments de civilisation, des lois et un culte dédié à Zeus. C'est sans doute ce culte qui posa problème sans que l'on sache très bien si c'était Lycaon ou ses fils qui en furent responsables. Les victimes sacrifiées au nom de Zeus étaient humaines. Zeus s'en émut alors et voulut constater de ses propres yeux cette ignominie qu'on commettait en son nom. Il se déguisa donc en un pauvre homme et demanda l'hospitalité à Lycaon. Le roi et ses fils, après avoir tenté de le tuer pendant son sommeil, pas cool les gars, l'invitèrent à un repas. Ah bah oui, normal, tout le monde fait ça. N'étant pas arrivé à le tuer, et se posant des questions sur son identité, on lui servit un ragoût cuisiné à partir du corps d'un jeune enfant, afin de savoir s'il était vraiment Zeus omniscient. C'est vrai que c'est vraiment le meilleur moyen de savoir. Zeus reconnut alors immédiatement l'infâme nourriture qui lui était servie. Il ressuscita alors l'enfant et punit les impies, ceux qui ont méprisé la religion. Lycaon fut quant à lui changé en loup pour le punir de ses crimes abominables. Il faut savoir que le Lycaon est en danger d'extinction depuis plus de 20 ans. Donc il y a plusieurs raisons à cela, à commencer par sa réputation. En effet, il est considéré comme un animal nuisible et cruel, et qui répandrait des maladies en plus de ça. En plus de sa mauvaise réputation, il est menacé également par la chasse, le braconnage et certaines maladies comme des germes transmis par les tiques. Pour donner un exemple des tueries qui ont eu lieu, on estime que 3400 Lycaons ont été tués entre 1956 et 1975 au Zimbabwe. Malheureusement, les mesures de protection n'ont été souvent mises en place par les gouvernements africains que tardivement, donc quand les populations atteignaient un seuil critique, donc déjà trop tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste qu'environ 6600 individus, alors que plus de 500 000 Lycaons parcouraient autrefois le continent africain. Malgré sa fausse réputation, il ne faudrait pas que cette espèce s'éteigne. Pourquoi ? Parce que comme toutes les espèces et êtres vivants sur cette planète, il a un rôle à jouer. En effet, il tue en priorité les individus malades ou vieux. C'est un régulateur d'herbivores qui empêche que les populations soient dévastatrices pour leur environnement. Heureusement, pour tenter d'accroître leur population, plusieurs solutions ont été mises en place. Et depuis juillet 2021, les Lycaons font leur retour dans les savanes de l'Afrique de l'Est. D'abord au Malawi, où African Parks, une organisation fondée en 2000, a réintroduit une meute de 14 Lycaons dans le parc national de Liwonde. Puis en Zambie, où 11 spécimens sont venus compléter la faune du parc national des plaines de Liuwa. De son côté, l'African Wildlife Conservation emploie des personnes de la région pour étudier le Lycaon. Il les équipe de radioémetteurs afin d'apprendre leurs déplacements. Le programme travaille aussi avec les éleveurs de bétail afin de sécuriser les troupeaux. De nombreux Lycaons sont abattus pour leurs dégâts sur l'élevage, à l'instar du loup en France. D'autres programmes reprennent le même procédé, comme le Painted Dog Conservation au Zimbabwe, qui effectue des programmes éducatifs pour les enfants, possède une unité anti-braconnage, ou encore surveille et protège les meutes de Lycaons. Les Lycaons votent par éternuement pour partir à la chasse. Il faut 10 votes pour que cette décision soit prise, et seulement 3 quand c'est le mâle alpha qui propose. Et ouais, de vrais démocrates ces Lycaons. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez aider ces associations et organisations, je vous mets les liens en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et qu'on se retrouvera pour le prochain épisode. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est important. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous.